Attention, ça va peut-être parler à personne d'autre qu'à moi. Mais vu la propension qu'ont certains cinéastes à produire le type de film qu'on va aborder dans cette contrepétrie, il semblerait que non. Je ne sais pas trop comment les nommer, ces films qui, peu importe leur genre ou leur provenance, s'attardent sur un motif bien particulier. Les jeunes gens et l'été. Deux concepts qui semblent s'adorer. Vous pensez sûrement à certains titres qu'on évoquera ici ou pas, puisque même s'il s'agit de faire le tour de la question, je ne pourrai jamais être exhaustif, tant le motif est vaste et plus ou moins malléable. Mission impossible donc. Mais l'idée ici est davantage de nous plonger dans certains titres très évocateurs, en même temps que de faire une analyse de la thématique et de dresser une petite liste de suggestions bien senties, avec des titres bien connus et d'autres qui le sont beaucoup moins. C'est donc un voyage éminemment personnel que je vous propose, mais tout comme le sont souvent ces films, vous le verrez. Donc allez, c'est parti, en route pour une deuxième contrepétrie. Avant de commencer, j'aimerais vous dire, le but ici ne sera pas de définir ce que sont les teen movies, ni de leur attribuer une quelconque véracité. On sait très bien que le genre est très codifié, dérivé d'un cinéma d'exploitation purement américain, qui a ses mouvements et ses hybridations avec d'autres genres. D'un, ça ne serait pas le sujet, deux, j'en serais bien incapable, trois, bien d'autres plus qualifiés l'ont fait avant moi, dans de très bons essais ou ouvrages. Maintenant que c'est dit, allons-y. Souvent dans les films de Scorpius, l'environnement est ensoleillé, au choix paradisiaque, commun ou carrément déprimant. Pourtant, la stase estivale liée à la jeunesse doit normalement être synonyme de liberté, de repos, de bonheur, de chaleur, de frivolité, voire mieux, d'amour et d'eau fraîche. Et qu'ils soient enfants, ados ou même jeunes adultes, tous les personnages qui nous intéressent s'amusent, se dépensent, s'aiment, se détestent, font la bringue, la bamboche, rient, s'engueulent, et s'ennuient. Beaucoup. L'été rime souvent avec vacances, mais parfois les vacances riment avec ennui. Et c'est ce même ennui qui transparaît dans certains des films qui nous intéressent. Il est par exemple central dans The Sandlot ou The Way Back, mais il est souvent pallié par d'autres subterfuges narratifs, comme le baseball entre copains ou le quotidien d'un centre aquatique. Et c'est d'ailleurs ça qui saute aux yeux quand on se penche sur ce motif dans de tels films. Souvent, les cinéastes qui nous racontent ces histoires le font d'une perspective très personnelle, y appliquant des événements qu'ils ont vécus, en les extrapolant probablement, mais y trouvant souvent du terreau pour leur art, leur autofiction. Ainsi, quand Greg Mottola, au sortir de Superbad, s'attelle à Adventureland, il y applique ses souvenirs d'un été où il travaillait dans un parc d'attractions un peu pourrave de sa ville natale, y décrivant des trucs et astuces pour avoir le visiteur, games, oh great, mais aussi tout un écosystème de plus ou moins jeunes gens dans les années 80, sa musique et ses looks. Une bulle dans laquelle il fait éclore son protagoniste interprété par Jesse Eisenberg, en proie à un premier amour certes contrarié mais sincère, dont il distille les enjeux et le rythme pour trouver le ton parfait et universel. You think I'm like some fucking pathetic idiot or something? You're not a fucking idiot. I'm a fucking idiot. C'est aussi le cas de la réalisatrice Maggie Carey, Madame Billider à l'époque, qui dépeint un film certes moins subtil, mais tout aussi personnel, avec The To-Do List. Un film qui se déroule en 1993 et met en scène Aubrey Plaza, une bachelière brillante mais coincée qui veut découvrir le sexe pas à pas avant de pouvoir s'offrir à son crush ultime. Pendant qu'elle s'y affaire, elle travaille dans une piscine un peu nasbrock de sa ville avec tout son lot de péripéties farfelues. I get it. It's not having sex that's a big deal, it's this. All this feelings and emotional crap. Yeah, exactly. That's why it's better leaving feelings and shit out of it. Feelings are everything, Brandy! Ow! C'est aussi le cas de Staten Island Summer, un film personnel non pas pour son réalisateur Rhys Thomas, quoique, mais pour son scénariste Colin Jost, Monsieur Scarlett Johansson, alors sociétaire du Saturday Night Live, dont l'éternel Lorne Michaels produit ici. Jost narre le dernier été à Staten Island donc, d'un ado qui part bientôt pour l'université et qui travaille avec un ami et tout un groupe haut en couleur dans la piscine de son bled remplie d'enfants surexcités, de mamans cougars et de folklore typique de l'île au large de New York.
You know what happens at prom, Danny? Girls S the D. Seal the deal. Suck the dick. Are you not listening? It's like a milestone in their lives. It's like the moon landing. But instead of a pole going into the ground, it's our dicks going into them. Là encore, le film est prétexte à l'exploration comique de situations agressives, dans un contexte professionnel à la fois jeune, relâché et très estival. Mais toutefois, ces 3 exemples, parmi d'autres, ne sont pas légion et restent resserrés dans le temps. Dans cette frange indé, post-Clerks, Office Space, Waiting, etc., où les explorations thématiques du lieu de travail se muent avec le teen movie estival. Parfois, ce motif peut mettre en scène de jeunes enfants ou à peine pré-ados, un âge où les préoccupations adolescentes ne sont pas encore tout à fait présentes. C'est le cas de My Girl, de Florida Project, ou même Le Grand Chemin en France, où les enfants font les 400 coups dans des environnements bien différents les uns des autres, mais avec une innocence toute juvénile qui est souvent foudroyée par des touches de tragique. Parce que oui, les films avec les enfants le temps d'un été, ça existe, mais ceux avec les ados portent en eux les thématiques chères à cet âge et la manière dont il est dépeint habituellement au cinéma. La découverte de sa sexualité en premier lieu. You're beautiful. Et celle-ci est souvent associée à des événements bien précis, quasi systématiquement la fameuse prom night, durant laquelle le lycée organise un bal pour fêter la fin de l'année scolaire et qui marque à la fois la fin d'un âge, celui du lycée, le début d'un autre, celui de l'université, mais aussi où on trouve l'apothéose d'une scolarité renfrognée, où les jeunes gens tentent le tout pour le tout, puisqu'ils et elles ne reverront probablement jamais leurs camarades. Parfois, c'est auprès de leur crush qu'ils osent sauter le pas, comme dans I Love You Beth Cooper ou License to Drive, pour ne citer que. Parfois, dans les films comptant les Last Days of School, c'est la séparation de ses proches amis qui fait mal. C'est la thématique principale de Superbad, mais aussi de son pendant féminin Booksmart, ou même de Dazed and Confused d'une certaine manière. Et toutes ces propositions sont des films personnels et ultra sincères, qui s'affairent à dépeindre un moment charnière dans l'expérience américaine de l'adolescence, qui associe cette fin de secondaire à un passage à l'âge adulte en une seule nuit. La sacralisation de ce moment précis marque aussi le début d'un autre, pourtant bien plus long, presque 3 mois, où les vacances d'été entre le lycée et la fac semblent un territoire en friche, presque inexploré, uniquement via le prisme d'un boulot d'été, comme on a pu le voir avec The To-Do List ou Staten Island Summer, ou quand Richard Linklater décide de faire une suite spirituelle à son classique Dazed and Confused, avec Everybody Wants Some, il explore les 3 jours précédant la rentrée d'une équipe universitaire de baseball dans les années 80, créant une camaraderie nostalgique entre ses protagonistes en même temps que les prémices d'une romance. Un film d'une justesse telle, aux enjeux tellement diffus, qu'on a l'impression de faire partie du groupe, sans que jamais on ne ressente de lassitude ou même l'envie que le film ne se termine. Plus étrange, car plus anecdotique, le cas American Pie 2, se déroulant entre 2 années de fac, durant la pause estivale, voit ses héros du premier volet en vacances avoir les mêmes expériences comico-sexuelles du premier film, sur un ton bien plus graveleux que les films cités jusqu'alors. La vulgarité de cette saga n'a d'égal que celle de ses ersatz, tels Eurotrip, qui explorent les mêmes motifs sur le même ton, mais avec un exotisme supplémentaire puisque le film se déroule durant un voyage en Europe. Restons d'ailleurs dans nos contrées du vieux continent. Ça vous dérange? Non, mais explique-moi. Pour parler du motif qui nous intéresse dans la production hexagonale. Et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'il est aussi riche que divers. On peut autant avoir affaire à Naissance des pieuvres, récit subtil de découverte de la sexualité par 3 adolescentes, ou à L'Hôtel de la plage, comédie de mœurs et chorale plutôt puérile par le réalisateur Danou les Petites Anglaises, sur le même principe comique. Et la comédie de mœurs semble d'ailleurs majoritaire dans le paysage français, avec soit des films de vacances familiaux d'un côté, ou des films se jouant des conventions sociales. L'année des Méduses, Un moment d'égarement, à la fois l'original et son remake, Mon père ce héros, à la fois l'original et son remake américain. Mais parmi ces films de vacances, il y a bien le cas Skylab. Hybride entre le film vacancier comme il y en a souvent en France et l'aspect plus nostalgico-personnel à la Linklater. Rien de plus normal puisque c'est un film de Julie Delpy, sa collaboratrice sur la trilogie Before, qui crée ici un récit d'époque où elle met en scène les soucis doux amers d'une réunion de famille. Et évidemment, il y a quelques jeunes gens, dont le personnage de Vincent Lacoste, comme toujours excellent. En France, il existe aussi un sous-genre de comédie de bachotage, où les ados galèrent à avoir leur bac, avec de grosses limites évidemment. Nos 18 ans, rattrapage, à toute épreuve. Et les ados de Interrail l'ont eu, eux, leur bac. Et pour fêter ça, ils embarquent dans un tour d'Europe en train, comme pour promouvoir le ticket Interrail.
Et si le film est raté à bien des égards, notamment parce que trop écrit et mal dialogué, il trouve par de brefs moments une subtilité qu'on aurait aimé voir durant tout le film et qui en aurait fait un fer de lance du corpus. Dommage donc. En outre, il y a bien des films tels que Le ciel, les oiseaux et ta mère ou La gloire de mon père qui viennent avec leurs différences notables évidemment, mais où les jeunes gens, à différentes époques et avec des tons résolument opposés, profitent de l'été et de ses affres. Mais c'est sûrement Céline Sciamma qui opère le mieux dans ce qui nous intéresse dans le paysage français. Dans Naissance des pieuvres donc, elle met en scène l'été de 3 filles qui font de la natation synchronisée et qui découvrent leurs désirs et interdépendance dans la pure tradition du film Fémis, abordant toujours subtilement l'aspect social et la sexualité de jeunes femmes en découverte. On lui préférera pourtant un film anglais réalisé par le polonais Paweł Poliwoski nommé My Summer of Love sur le même thème et le même schéma, mais que je trouve plus efficace sur l'esthétique et le ton. La fragilité de ces personnages féminins et leur désir à fleur de peau se répondent donc dans ces 2 films sortis à 3 ans d'intervalle. Summer, film lituanien où 2 jeunes femmes fricotent dans une maison près d'un lac, le temps d'un été, rappelle aussi ce motif finalement assez commun, fait avec une même qualité et finesse. De quoi nous préparer à un pendant plus doux amer de ce que peut offrir le cinéma français à notre corpus. Et ce, aussitôt que 1957 avec le court-métrage de Jacques Rosier, Blue Jeans, qui met en scène 2 adolescents mâles qui draguent des filles près de la plage à bord d'une Vespa. Alors, on ne va pas se mentir, ça a un peu le mal vieilli, nos protagonistes étant ni plus ni moins que 2 petits cons harceleurs de rue. Mais bon, l'époque, tout ça. Et puis il souffle sur ce film un petit vent de liberté, une décontraction et une innocence adolescente sur les premiers coups de cœur qui fonctionnent plutôt bien. C'est aussi le cas d'un autre court-métrage datant de 1994, celui-ci, du réalisateur du futur Palmé entre les murs, Laurent Conté. Le film s'appelle Jeux de plage et se déroule dans un village côtier où une famille en crise et en vacances voit un père et un fils, interprétés par Jean et Jalil Lesper, se chercher alors que le jeune garçon trouve une bande d'amis et une jolie fille à draguer. Un film d'une tristesse ensoleillée avec une légère propension à la nudité. Très, très français. Et qui de plus français qu'Éric Rohmer ? Et Rohmer s'est beaucoup intéressé aux films estivaux, et notamment avec des jeunes gens. Dans Pauline à la plage, il met en scène un film de vacances de Parisiens comme il en existe moult exemples, qu'on ne citera pas, mais qu'il s'approprie dans son cycle comédie et proverbe. Le film est évidemment très théâtral, très verbeux, mais dans lequel la Pauline du titre, jeune ado, est en vacances avec sa tante BCBG, durant lesquelles les 2 femmes de générations différentes font des rencontres galantes et amicales pour une bulle estivale qui inspirera Rohmer au film de vacances à plusieurs reprises, avec La collectionneuse et Le rayon vert notamment. Mais c'est dans son conte d'été, issu de ses contes des 4 saisons, qu'il met en scène un triangle amoureux dans une Bretagne estivale, entre un étudiant et 2 jeunes femmes, dans une comédie romantique romérienne des plus classiques, mais assez enthousiasmante. Et sur un terrain plus tragique, le cas de L'été meurtrier paraît presque trop dur pour notre motif plus immédiatement feel-good. Il n'en reste pas moins intéressant sur bien des points, notamment sur l'aspect lancinant de la saison et de la situation idéale de la Provence. C'est le personnage d'Adjani, aussi jeune que troublante et provocante, qui pourrait nous intéresser. Tout comme le personnage de Jane Birkin dans La piscine et de Dakota Johnson dans le remake A Bigger Splash. Mais on ne va pas s'y appesantir. En 2020, on a découvert un récit nostalgique nommé Été 85, qui s'il n'est pas totalement réussi sur son côté dramatique à mon avis, réussit sa romance entre 2 ados, de leur découverte sexuelle à accepter leurs désirs. Et tout cela est au cœur de Bang Gang, une histoire d'amour moderne. Si le film est décrié, c'est pourtant une pépite méconnue, aussi putassière que subtile, où des ados échaudés en manque d'attention, qui s'ennuient, créent tout simplement un club de baise, où réputation et place des genres vont être mises à mal. De jeunes acteurs géniaux, une mise en scène et en images magnifique, et un retour de bâton moral bien amené, tout en Bang Gang est réussi. Bon, ça se passe pas vraiment en été, mais bon, je tenais à en parler, tu vas faire quoi ? Côté francophone toujours, mais outre-Atlantique, le Québec offre parfois de belles percées estivales pour ses ados. On peut bien sûr penser à Xavier Dolan, mais ça va être des films tels que Une colonie ou Charlotte a du fun qui vont nous intéresser ici. Dans ces récits simples et féminins, à la fois menés par un personnage de jeune femme et réalisés par des femmes, le Québec met la barre très haut niveau représentation de l'éveil du désir chez les jeunes femmes, ainsi que du côté du spleen adolescent, avec une douceur et une vitalité qui est assez rare dans un cinéma hexagonal plus outrancier, davantage guidé par une narration classique et basé sur le comique de situation. À la fois dans Une colonie, de façon plus sensible, et dans Charlotte a du fun,
fun, qui prône une sexualité féminine libérée au même titre que celle des mecs, on sent de la sincérité, un véritable amour des personnages qui transpire face à cet âge charnière qu'on célèbre plutôt qu'on regarde avec nostalgie ou amertume. Aussi, l'été canadien semble moins vacancier et plus propice au travail pour pallier l'ennui autant que pour se faire des sous. Si on triche un peu, on peut même dire que Picnic at Hanging Rock, le chef-d'œuvre de Peter Weir, correspond à notre thématique, puisqu'il se déroule à Saint-Valentin, mais en Australie, donc dans l'hémisphère sud, où c'est donc l'été. Dans ce film grandiose, un groupe de jeunes adolescentes d'une école pour filles part pour un pique-nique en forêt, lorsque 4 d'entre elles disparaissent. Un film étendard de la nouvelle vague australienne qui marquera le cinéma mondial à plus d'un titre, notamment dans sa peinture de l'adolescence, subtile et douce. Mais revenons un peu en territoire américain, avec un film assez peu vu qui s'appelle The Wackness, sorti en 2008 et réalisé par Jonathan Levin. Il raconte l'été de Luke, un jeune homme un peu perdu qui vend de la drogue pour s'en sortir alors que ses parents démissionnaires n'arrêtent jamais de s'engueuler et qu'il trouve évidemment l'amour dans les rues d'un New York étouffant. Le film se déroule en 1994 et montre la relation de Luke avec un psy interprété par le toujours génial Ben Kingsley et, je vous le donne en mille, est à moitié autobiographique de la part de Levin qui met en scène ce personnage dans cette époque avec ses propres souvenirs, bien évidemment romancés. C'est aussi le cas de Spike Lee qui dans Crooklyn dresse le portrait d'une famille qui était dans les grandes lignes la sienne avec une intrigue très sibylline et sous-jacente où il crée un rythme et un ton tout à fait à propos. Un grand et beau film, sincère, simple et touchant, qui ressemble autant à son auteur qu'il diffère de ses autres productions. Et dans la famille Lee, je demande le cousin, car on le sait peu, mais Spike a un cousin cinéaste lui aussi, qui s'appelle Malcolm D. Lee, et que l'on connaît pour ses comédies black, dont voici quelques exemples, mais son meilleur film s'appelle Roll Bounce, ou La fièvre du roller en français. Une histoire de compétition de roller très sociale et marrante, sur fond musical très soul et funky, et doté de toute une galerie de personnages adolescents particulièrement réussis. Pour aborder brièvement d'autres films du motif, on peut citer les tragiques My Girl et Un été en Louisiane, les comédies dramatiques calibrées pour jeunes adolescentes Summer of 3, Crossroads ou 4 filles et un jean, ou les dramas indés réussis mais néanmoins eux aussi très codifiés comme Mid-90s, The Descendants ou Hot Summer Nights. L'été et l'adolescence. Tout un programme. La jeunesse, les découvertes, les désirs exacerbés, une sensibilité à fleur de peau. Tout ce qui fait l'adolescence est décuplé quand on met pause dans une période ensoleillée et en dehors du quotidien de l'école, de la famille ou même du lieu de vie. Les vacances, les rencontres, la fin de quelque chose, d'une époque, la transition vers une autre. Tout paraît fou et insurmontable, alors même que les problèmes ne sont que relatifs. Voilà ce qui commence à définir ces films qui, sans que je ne l'explique, me touchent particulièrement. Non pas qu'ils soient tous réussis, bien au contraire même. Jusque très récemment par exemple avec le 3e volet de la saga Kissing Booth, se déroulant cette fois durant l'été entre le lycée et l'université, pour ces personnages grossièrement écrits, aux péripéties redondantes et peu inspirées, pour un rendu un peu puéril, dans le mauvais sens du terme, et finalement assez grossier. Je ne suis pas fan de Grease non plus. L'insouciance estivale du début du film, au sortir d'une romance adolescente le temps d'un été, sur une plage, qui on le verra est un héritage historique, entre Danny et Sandy, est mise à mal par les conventions sociales établies du lycée. Ils vont vite déchanter, une fois la rentrée arrivée et que leur groupe socio-culturel inadapté l'un à l'autre les éloigne. Évidemment, ça finit bien tout ça, mais le reste du film se déroule sur toute l'année scolaire, et finalement assez peu du film se passe réellement en été. Et aussi, beaucoup des acteurs ont 50 000 ans, ce qui me sort de l'identification adolescente qu'on me pousse à avoir. Dans Dirty Dancing, c'est déjà plus dans notre thème. Mais là encore, des acteurs bien trop âgés pour les personnages. Et puis si on reste dans le délire comédie musicale, on peut tout à fait inclure High School Musical 2 à notre corpus, tant le film fait la part belle aux amours adolescentes, durant un été haut en couleurs, pour un rendu certes dans la lignée de la saga entière, mais dans un écrin plus chaleureux, ensoleillé et bon enfant. Tout comme une autre production Disney Channel qui a fait suite au succès de High School Musical, Teen Beach Movie. Ce nouvel ersatz ressemble beaucoup à son aîné, avec une intrigue lambda et accessoire, mais laissant de la place à des numéros musicaux réussis dans un environnement classique et bien connu, la plage. Dans les années 60,
Hollywood cherche à attirer davantage le jeune public qui fréquente beaucoup les fameux malls, ces grands centres commerciaux qui abritent désormais des multiplexes partout dans le pays. Pour cela, les exécutifs d'Hollywood vont se jeter sur la culture surf grâce notamment à des groupes musicaux tels que les Beach Boys qui ont fleuri sur la côte ouest pour créer un cinéma d'exploitation peu coûteux, produit en masse et rentable, avec de jeunes gens faisant la fête sur la plage. On les appellera les Beach Party Movies et seront à l'origine des Teen Movies. Parmi eux, on peut citer Beach Party ou Beach Blanket Bingo, mettant en vedette de jeunes stars tels que Frankie Avalon ou Annette Funicello, qui auront marqué le genre en duo grâce à une flopée de films assez oubliables, certes, mais marqueurs d'un certain changement. Moins bon enfant mais restant sexy, le genre aura le droit à une résurgence dans les années 2000 avec des films tels que Blue Crush, bluette drama dans le milieu du surf californien, qui joue évidemment avec le physique avantageux de ses comédiennes dans un divertissement calibré pour le public adolescent. Dans le côté dramatique, mais plus subtil et moins sexy, se trouvent des productions indé telles que Summer of Hate, dans lequel un groupe d'ados théorisent sur leurs relations, leur attirance, leur futur, les changements qu'ils subissent, en commençant sur la plage avant de finir chez l'un d'eux. Un beau film réflexif, empruntant autant à l'héritage exploitation des Beach Party Movies qu'aux films de potes sérieux pour adultes tels que The Big Chill. I am pretty amazing at eating pussy. Okay, no, alright, okay, so hold on. That might have come out a little wrong. I'm just saying I'm a generous lover. Like, I enjoy giving back. No. To the people. What? What? No. Cette insouciance estivale permet à la forme même des films, qu'elle soit esthétique et ou narrative, d'adopter une posture reposée, détendue. Et si elle n'est pas dénuée d'enjeux, les explore avec plus de distance, de flegme, sans over-dramatiser des intrigues qui ne le nécessitent pas forcément. Et le maître en la matière reste Richard Linklater, qui au détour de plusieurs de ses films laisse respirer les enjeux pour mieux caractériser ses personnages, les rendre plus humains, parce que témoin et vaisseau du temps qui passe. Évidemment avec sa trilogie Before, mais aussi et surtout avec Boyhood, où il met en scène un jeune garçon qui vieillit devant nos yeux, de ses 6 à 18 ans. Il a en effet tourné par petites sessions chaque année pendant 12 ans, avec les mêmes acteurs, pour tisser la relation de cet enfant à ses parents, et en dresser un portrait le plus naturaliste possible. Dans Dazed and Confused, il explorait déjà la dernière soirée d'un lycée d'ados en 1976 au travers de ses propres souvenirs ainsi que ceux de ses comédiens pour un coming of age culte qui marquera sa génération rebelle. C'est relatif au titre français, toi-même tu sais, t'as vu ma gueule ? Une petite bombe à laquelle il octroiera une suite spirituelle avec Everybody Wants Some, on l'a déjà vu. Là encore, peu d'enjeux, dilatant la vie, les discussions, les activités de tout ce groupe de jeunes gens durant ces 3 jours suspendus entre les vacances et la reprise d'études dans un écrin des plus soignés. Un petit chef-d'œuvre. Tiens, en parlant de petit chef-d'œuvre, un film très très important qu'on n'a pas encore évoqué s'appelle Call Me By Your Name. Et tu l'as probablement déjà vu, et c'est tant mieux pour toi. Mais permets-moi quand même d'en parler un peu. Plus que jamais avec ce film, on est pile poil dans le sujet. L'été, le soleil, les vacances, l'ennui, les découvertes, le sexe, les sentiments en fleur de peau. Magnifiquement mis en scène et écrit avec subtilité, Call Me By Your Name est une typique histoire d'amour, d'attraction et d'interdit, mais traitée de la façon la plus pure possible. La passion et la froideur, la tendresse et la dureté. Tout dans ce film transpire les obsessions formelles et thématiques de son réalisateur Luca Guadagnino, à qui l'on doit aussi les drames remakés Bigger Splash et Suspiria, ou le moins connu Melissa P, ainsi que la série adolescente We Are Who We Are, qui, soit dit en passant, je vous conseille absolument tous chaudement. Call Me By Your Name est un des piliers de ce qui m'a poussé à faire cette vidéo, et je ne saurais vous le vendre davantage. Dans la même optique, et tout aussi mainstream, le Moonrise Kingdom de Wes Anderson ne pourrait définir davantage le style de son auteur, tout en onirisme et poésie, et dépeignant malgré tout l'entrée de ses 2 enfants dans l'adolescence avec justesse et réalisme. Le cinéma d'Anderson est alors à son apogée, entre formalisme décomplexé et thématique bien rodée, mais le cinéaste n'oublie jamais de faire le principal, se concentrer sur ses personnages, adorables mais sans jamais être dénués de complexité. Les Summer Camp Movies, presque exclusivement américains, sont un sous-genre à part entière, appartenant quasiment tous à notre catégorie de films. Dès l'âge d'or hollywoodien, l'industrie a compris que ce motif, de Summer Camp, ce qu'on pourrait appeler dans nos contrées par les colonies de vacances ou bien villages vacances, très fréquentés après-guerre, pourrait être le terrain de pas mal de comédies de mœurs, puis par extension de comédies tout court,
qui se dérouleraient dans ces lieux de détente, de repos et d'amusement. On peut voir par exemple Pressburger avec Twice Upon a Time, ou Douglas Sirk avec Weekend with Father, si risqué, et c'est surtout dans les années 70, et plus encore dans les années 80, que le nombre de films se déroulant dans les summer camps explose. Beaucoup de déchets. Mais on se souviendra notamment de Meatballs avec Bill Murray et réalisé par Harold Ramis, mais aussi Heavyweights qui vient plus ou moins clore le sous-genre en 1995 avec Ben Stiller et coécrit par un certain Judd Apatow. Mais d'autres larrons de la comédie US s'y complaisent. C'est David Wayne et Michael Showalter qui vont créer l'inénarrable Wet Hot American Summer, véritable pépite de comédie burlesque et outrancière, aux gags appuyés et à l'humour plus qu'absurde, dans laquelle vous reconnaîtrez nombre d'acteurs et actrices, et qui a eu le droit à 2 saisons sur Netflix quelques 15 ans plus tard, en guise de préquel et sequel. Et vous le verrez, les vannes sur l'âge bien trop élevé des comédiens fusent pour un ballet comique fou et foutraque. Un vrai délice. I've seen more fucked up shit happen in 5 minutes out there than you'll see in your whole fucking life. Yeah, well, Gene, I'm really sorry. You know, if I could change history, I would. Fuck you! Now we need to make 8 gallons of plug juice by snack hour. Do you know where the powder packets are? Yeah. In the pantry over the sink, right next to my bottle of dick cream. Wait. Le pendant horrifique est aussi grandement représenté dans ce genre propice. Le public visé est sensiblement le même, les obsessions thématiques aussi. Avec des sagas telles que Friday the 13th ou Sleepaway Camp, ou plus récemment les ressuscités que sont Fear Street Part 2 ou la 9e saison nommée 1984 de la série anthologique American Horror Story. Toutefois, nous avons aussi nos exemples en France, avec notamment le premier film du duo Toledano-Nakache, Nos Jours Heureux, mettant en scène une colonie de vacances en été, mais se concentrant davantage sur l'équipe encadrante d'adultes que sur les ados. En France, là encore, il est évident que le travail de Guillaume Braque est grandement marqué par les déboires de jeunes gens en été, souvent en vacances, comme on peut le voir dans Un monde sans femmes, Conte de juillet, ou plus encore dans son documentaire L'île au trésor, véritable étude sociologique d'une base de loisirs le temps d'un été. Dans À l'abordage, son dernier film en date, il met en scène de jeunes adultes qui partent en vacances et voient l'évolution diverse de leurs relations dans une subtile et simple mise en scène qui rappelle beaucoup Romer, mais aussi le Canté de Jeux de plage. Merde, arrêtez de m'appeler chaton maintenant, hein. Faisons un tour en Italie si vous le voulez bien, plus précisément à Riccione, station balnéaire de la côte adriatique, pour un film plutôt récent et plutôt très cool, Sous le soleil de Riccione. On est bien loin du cinéma de Braque, avec toutes ces jolies couleurs saturées et chaudes, tout comme ces jeunes comédiens. Saturée et chaude, ça fonctionne pour définir des gens ? Ta gueule. On est plus proche d'un teen movie américain un peu outrancier, la verve italienne en plus, et l'entrain sans pareil de nos voisins transalpins. C'est fun, bien rythmé et parfait pour l'été, saisissant autant l'air du temps qu'une certaine idée du divertissement adolescent, avec un côté touchant qui n'altère pas pour autant son humour décomplexé. Nous retrouvons aussi notre motif dans nombre de séries télé, à commencer par la légendaire DOC, que vous connaissez peut-être sous le nom de Newport Beach, qui débute durant l'été 2003 autour d'une tripotée d'ados californiens plus ou moins aisés, dont les mondes se percutent pour un teen drama qui fera date, tout comme Euphoria, dont le pilote se déroule l'été et met en scène des ados ayant des soucis relationnels, d'addiction et de regard sur eux et sur les autres. La série est incroyable, mais là n'est pas la question, puisqu'après ce pilote, la série se poursuit au-delà de nos carcans. Le pilote reste néanmoins une introduction surannée et coup de poing, avec des ados d'aujourd'hui dans des situations un peu trash, la drogue et le sexe sont des sujets centraux de la série, que ce premier épisode introduit à quelques jours de la rentrée l'arrivée de Jules dans la vie de Rue, venant mettre encore davantage de sel dans son été marqué par une overdose. Plus light mais tout aussi marquante niveau popularité, Stranger Things a fait le choix d'installer, et je vais faire débat, sa meilleure saison, la 3e, en plein été, dans un amoncellement de fun nostalgique et décomplexé, fonctionnant toujours à la perfection avec des jeunes ados en plein love, crise de love et démonstration de love, vraiment super saison. It's a myth. A myth of what? Being a teenager. And you trick you into giving up your childhood with all these promises of adventure. But once you realize what you lost, it's too late. You can't get it back. Notre motif est si vaste et tellement peu définissable
qui peut être retrouvé dans une infinité de genres et de sous-genres. Traité de façon assez libre, allant du film le plus vulgaire, comme on l'a vu American Pie 2 ou Eurotrip, au plus subtil, Y tu m'amas también, Virgin Suicides, mais souvent néanmoins codifié. On en retrouve donc des exemples dans la comédie, comme on l'a vu avec Superbad notamment, le drame, The Babysitter's Club, Stand By Me, Second Hand Lions, le documentaire même, The Endless Summer, l'animation, The Mitchells vs. The Machines, ou le film Dingo et Max, mais aussi le film d'horreur, It, I Know What You Did Last Summer. Si mes chouchous appartiennent au sous-genre Last Days of School ou des films autobiographiques, il en existe toutefois des plus ou moins réussis, dans les deux catégories. Superbad, Booksmart, I Love You, Bess Cooper, Dazed and Confused, Staten Island Summer, The To-Do List, etc. On en a cité déjà beaucoup. Et ces titres-là, j'aurais pu vous en parler plus longuement, tant ils sont marquants et centraux dans mon appréciation du genre, mais aussi ce que je considère comme le cinéma doudou, le mien. Mais pour aller à l'essentiel, j'ai décidé de vous parler de 6 de mes fondamentaux. Allez, c'est parti. Le deuxième film d'un certain George Lucas est bel et bien Terre à Terre, situé dans la Californie natale de son jeune auteur, en août 1962, et attention, cours de maths, soit 11 ans avant son tournage en 1973, où Lucas a alors 29 ans, ce qui situe le film quand il a 18 ans. Serait-ce pour le coup un film autobiographique ? Dans le mille et mille. En effet, Lucas a souvent dit s'être inspiré de sa propre expérience des soirées motorisées de son adolescence pour écrire et mettre en scène ce récit initiatique éclaté entre ces personnages à la fois très différents et très similaires. Kurt et Steve s'en vont demain pour faire leurs études sur la côte Est. Steve sort avec Laurie, la sœur de Kurt, depuis un bon moment. Après s'être retrouvés au Mel's Driving, avec leurs amis Toad et John, ce groupe d'amis masculins mal assortis passe finalement la soirée séparément à parader en ville à bord de leurs rutilantes autos, à draguer les filles et à vivre des déconvenues en tout genre. Dans une unité de temps et de lieu, une nuit dans une ville, Lucas entrecroise donc les trajectoires de tous ces personnages au destin aussi doux qu'amer, aussi comique que tragique dans un chassé-croisé enlevé et fun au son des meilleurs titres rock de l'époque, avec qui plus est une esthétique des plus soignées. American Graffiti a évidemment un statut culte, en plus d'être un succès à sa sortie, mais il est bon de le revisiter pour comprendre à quel point ce motif assez ramassé, dans le temps et l'espace, fun et décomplexé, estival et finalement assez désamorcé d'enjeux grandiloquents est la base de ce qui nous intéresse profondément dans notre axe d'étude. Une forme en elle-même, éternellement douce et néanmoins forte. You've been telling me all summer that it's time to stick your head out of the sand and take a look at the big, beautiful world out there somewhere. But look at this thing. I don't know. Like a midwife. I may have been wrong, Kurt. I may have been wrong. Oh, nothing. You've been telling me for 8 weeks. God damn it. Autre récit coming of age, The Sandlot, est plus immédiatement enfantin. Les protagonistes de ce film sont en effet des enfants de 11 ans, et c'est bien l'entrée dans l'adolescence, la fin de l'enfance, qui est ici explorée par le réalisateur éco-scénariste Davey Mickey Evans, qui s'inspire là encore de ses propres souvenirs pour créer un récit simple, communautaire et typiquement américain. Parce que oui, ces jeunes gens jouent au sport le plus américain qui soit, le baseball. Et ce groupe initiatique, là encore, d'abord méchant et cruel comme peuvent souvent l'être les enfants à cet âge-là, s'avère peu à peu davantage ouvert et foncièrement bon. Ce groupe d'enfants du quartier accepte un petit nouveau, Scott, fraîchement arrivé, frêle, peu sûr de lui, qui n'a jamais réellement joué au baseball, faute d'avoir un père, son beau-père resquillant à lui apprendre. D'abord, les autres enfants vont se moquer, mais grâce à l'un d'eux, plutôt charismatique et le meilleur joueur d'entre eux, il va être accepté et éduqué à ce sport qu'ils chérissent tous, jouant tout l'été juste par amour du sport, sans même compter les points, juste parce que c'est le passe-temps favori de l'Amérique. Il y a d'ailleurs une fabuleuse séquence dans ce film, se déroulant le soir du 4 juillet, où les jeunes garçons jouent au baseball alors que leur terrain vague est illuminé par les lumières de feux d'artifice célébrant l'indépendance américaine, au son de la chanson America the Beautiful de Ray Charles. La scène aurait très bien pu être gnangnan, mais il n'en est rien, parce que nos jeunes héros n'aiment pas leur pays pour d'obscures raisons nationalistes, mais juste parce qu'il leur a donné le baseball, leurs amis, leur passe-temps favori. Un grand film, simple, beau et destiné à toute la famille, que ma génération a découvert et doucement élevé à un statut culte.
En 2010, un cinéaste du doux nom de David Robert Mitchell débarque avec un premier long métrage évidemment inspiré de ses propres expériences adolescentes dans un chassé-croisé se déroulant dans une banlieue de Détroit le temps d'une nuit à la fin de l'été. Ça vous rappelle rien ? Évidemment, c'est moins sexy et plus actuel qu'American Graffiti, mais dans la même veine, sans toutefois en avoir le style ni le ton, n'en gardant que l'essence. Parce que les grosses voitures du film de Lucas sont ici troquées contre les éternels vélos qui peuplent les récits adolescents du cinéma hollywoodien et américain. Enfin, pas complètement, puisque les personnages du film ont entre 14 et 19 ans, soit un panel d'âge assez divers pour étonner. Puisque des filles normales en mal d'affection de 14 ans au jeune homme qui revient bredouille de la fac à presque 20 ans, il y a un monde. Tant au niveau de ce que cela signifie sur l'adolescence, l'avant et l'après, que où en sont ces personnages dans leur vie, sans pour autant que leur dynamique soit drastiquement altérée. Ils et elles sont globalement guidés par l'expérience sexuelle. Fantasmés par le prisme du concept de sleepover, des soirées pyjamas souvent avec des amis du même sexe, qu'on retrouve ici, mais qu'on marie avec les premières soirées beuveries ou des rencontres purement coquines dans des recoins glauques. Dans The Myth of the American Sleepover, peu de place est laissée à la pureté de l'adolescence, quand bien même le film explore avec malice et nuance une certaine pluralité de l'éveil des sens qui intervient à cet âge transitoire. Duncan est un jeune adolescent de 14 ans mal dans sa peau, comme il y en a beaucoup. Il est timide et au fond très en colère. Ses parents sont divorcés, il vit avec sa mère dans son petit appartement et son père habite loin, et ne le voit donc pas souvent. Sa mère, Pam, superbement interprétée par la toujours impeccable Toni Collette, a retrouvé l'amour depuis peu, en la personne de Trent. Trent est un homme froid, dur, mais agréable en société. Il est séduisant et fortuné et en joue beaucoup. Trent a lui aussi une fille, de 16 ans. C'est un total contre-emploi pour le nice and funny guy qui est habituellement Steve Carell. Quand cette nouvelle famille recomposée part en vacances dans la résidence secondaire de Trent à Cape Cod dans le Massachusetts, c'est là que les choses sérieuses se passent. Duncan est constamment en retrait, mis à mal par Trent qui le dénigre encore et encore, sur un mode passif-agressif des plus abjects, sans pour autant que sa mère ne s'en rende compte. Il semble totalement à part, subit ce séjour comme un fardeau, jusqu'à ce qu'il ne fasse la connaissance d'un Sam Rockwell, comme toujours génial, qui joue Owen, le gérant d'un parc aquatique d'une ville voisine. L'homme et le jeune ado se lient d'amitié jusqu'à ce que Duncan ne soit engagé dans le parc aquatique sans pour autant mettre sa mère au courant. Il va passer son été à découvrir la vie, le fun, les premières amourettes avec la voisine plus âgée, le monde adulte et enfin une vraie figure de mentor. Il va d'ailleurs se confier à Owen dans une très belle scène dont le ciné indé US a le secret. The Way Way Back est un premier film co-réalisé par un duo de scénaristes oscarisés pour The Descendants, film d'Alexander Payne qui explorait déjà certains de ses thèmes, Nat Faxon et Jim Rash, qui sont aussi acteurs, dans ce film y compris, et que vous avez déjà pu voir dans Married d'une part, Community d'autre part. Mais ce film, au-delà du feel-good évident, est une véritable réussite drôle et touchante, d'une âpreté universelle et d'une drôlerie toujours subtile et ambivalente. Une prouesse en soi. Jordan Vogt-Roberts est un réalisateur qui vient du court-métrage et de la comédie. Il est un proche collaborateur de Thomas Middleditch, T.J. Miller ou Kumail Nanjiani, que vous avez tous pu voir dans Silicon Valley. Alors qu'il veut passer au long-métrage, rien de plus logique pour lui que de s'attaquer à un récit adolescent et estival qui finira par se nommer The Kings of Summer. Dans ce film passé par le système Sundance, la mecque du cinéma indépendant américain, il explore la rébellion de 3 ados fugueurs le temps d'un été, durant lequel ces jeunes garçons vont construire puis habiter dans l'un des symboles de l'enfance, une cabane dans les bois faite de briques et de broc. Nick Robinson, Gabriel Basso et Moses Arias interprètent avec brio ce groupe de joyeux larrons qui se nourrissent, se lavent et dorment tous ensemble alors que leur famille s'inquiète non loin de là. Parmi eux, Nick Offerman, Megan Mullally et Alison Brie, mais aussi une jolie jeune femme qui va causer bien des soucis à nos jeunes mâles dont les désirs s'éveillent. Doté d'une image très soignée, d'une bande-son parfaite au rythme de MGMT et Youth Lagoon, The Kings of Summer est l'archétype même de ce pourquoi cette vidéo existe. Une pépite feel-good mais un peu douce amère, dont l'âge des héros définit le ton, le rythme, l'adage, l'image, mais aussi le propos d'un film fragile et profond,
sans qu'il n'ait l'air d'en faire trop. Parce que l'adolescence est l'âge de la rébellion. Mais on finit souvent par regretter ses bêtises. L'incompréhension du monde se figure ici par ce rejet de la société, des codes parentaux, en se soustrayant à celle-ci, allant vivre en ermite en forêt, mais dérogeant parfois aux règles qui se sont eux-mêmes imposées. Par exemple, Joe va à un moment acheter un poulet au magasin, en faisant croire à ses amis qu'il l'a chassé. Yeah, I'm just surprised you found a live chicken in these woods. Yep. Yes, sir. That's amazing. Yeah, Joe. Your corn pudding is to die for. I have to know the recipe. Oh, God. So smug. Certes, les jeunes gens de Make to My Love ne sont plus des adolescents, mais ils en sortent à peine, et le film met un poids d'honneur à nous prouver que leurs considérations sont peu ou prou les mêmes que nos chers ados chéris. Soit l'éveil des sens par des jeux de regard sensuelo-sexuels, des questionnements sur la vie et l'amour, sur ses origines et ses devoirs, avec une importance toute particulière portée sur les relations amoureuses, amicales et familiales, en plus que de mettre en scène un ersatz jeune du cinéaste, scopophile, qui traverse ce film en observant des jeunes gens se tourner autour, s'aimer, se baiser, et même des naissances d'animaux, dans un ballet solaire et lumineux qui donne tout son sens à ce film se déroulant en 1994. Tiens, là encore un setup pas du tout dans sa période de production. Et puis, si on assiste à quelques moments de travail pour certains personnages, on est tout de même vraiment en pleine ambiance vacancière d'un été à 7, où on se baigne, passe du temps sur la plage, on y mange des pâtes, on dort jusqu'à pas d'heure, on va boire dans les bars et danser dans les boîtes de nuit. Et on regarde les jolies filles et beaux garçons. Beaucoup. Trop, vraiment trop. Il y a quelque chose de presque divin dans Make to My Love, qui déploie un récit simple, sans réels enjeux, sur près de 3 heures, et le spectateur en redemande. Ni plus ni moins qu'un chef-d'œuvre, à éprouver, absolument. Comment conclure ? Ce que je pourrais définir par un cinéma axé sur les jeunes gens et l'été, et donc un motif qui, avec ses archétypes, ses lieux communs thématiques, formels et narratifs, dépasse les genres pour créer un sujet global et fondateur. Ça me parle bizarrement plus qu'aucun autre. Pourquoi ? Ça, je ne sais toujours pas. Et il serait d'ailleurs intéressant de creuser le sillon maintenant que j'ai mis tout ça à plat. Mais reste que parmi mes films fétiches, beaucoup se sont retrouvés cités dans cette vidéo et que j'espère avoir éveillé quelque chose chez vous, une ou des envies, du dégoût, une prise de conscience ou un rejet. Parce que je ne pense finalement pas être une exception à aimer les films comme ceux-ci. Tant je vois les cinéastes et auteurs s'y complaire, j'y vois comme un mode opératoire finalement. C'est souvent lors de leur premier film, mais parfois bien après, qu'ils mettent en scène des récits souvent très personnels, mais finalement aussi très universels.